Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Sénat congolais rejette la loi sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales. Les sénateurs jugent le texte contraire à la Constitution. La région de Kidal au Mali dans une situation critique. La population fait face à une pénurie d'eau. Seuls les générateurs de la Croix-Rouge continuent de fonctionner. Et le Togo accueille la Coupe d'Afrique du Maracana. Le tournoi a débuté ce vendredi avec 6 pays en compétition. En République démocratique du Congo, 33 organisations non gouvernementales de défense et de promotion des droits de l'homme mettent en garde le gouvernement contre tout enlisement du processus électoral. Elles insistent pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Elles appellent également le peuple congolais à défendre le principe d'alternance. Et le Sénat congolais a rejeté ce vendredi la loi sur la répartition des sièges aux élections locales. Les sénateurs ont jugé le texte contraire à la Constitution. Reste désormais la solution de la mise en place d'une commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale. Lisa Sekizimana. La loi portant sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales, rejetée par le Sénat de la République démocratique du Congo. Le vote a eu lieu vendredi 31 juillet 2015. Sur 108 membres qui composent le Sénat, 48 sénateurs ont voté oui, 1 a voté non, tandis que 13 se sont abstenus. Ce texte présenté comme annexe à la loi électorale n'a donc pas été adopté par défaut de quorum de vote. Ma lecture, c'est que la loi actuelle, la loi qu'on venait de voter au Parlement, pêche par manque de réalisme et par précipitation. Pourquoi n'a-t-elle pas été appliquée de sitôt? C'est la question que je me pose aussi. Ça fait bientôt pratiquement 8 ans que la Constitution est en vigueur. Il fallait que le gouvernement prépare l'installation de provinces de manière à ce qu'elle fasse graduellement comme cela a été prescrit au moment de l'adoption de la Constitution. Pour l'opposition, cette loi sur la répartition des sièges aux prochaines élections locales et municipales risque non seulement de coûter très cher au pays, mais également de créer des divisions ethniques et territoriales. Opposition et majorité s'accordent à dire que le pays risque de se retrouver dans une impasse. Je crois que tout le monde est d'accord sur des points suivants, des points que je considère intangibles. Premièrement, la décentralisation et l'autonomisation des provinces est une option irréversible. Le Congo sera un pays à province autonome et entité territoriale décentralisée et il va se développer, ou il ne le sera pas, on va tourner à rond. Là, c'est clair. La nécessité d'organiser des élections. Là aussi, il n'y a personne qui conteste cet impératif de démocratie et de gouvernance. Le texte avait été pourtant adopté par l'Assemblée nationale le 25 juillet 2015. Une nouvelle session du Sénat est convoquée pour le 10 août. À l'ordre du jour, toujours le même projet de loi sur la répartition des sièges pour les élections locales et municipales. Au Burkina Faso, l'étude des candidatures pour les prochaines élections législatives a démarré ce jeudi. Une étape délicate puisque la commission de validation doit appliquer les dispositions du nouveau code électoral controversé. Le scrutin législatif est prévu le 11 octobre 2015. Emmanuel Milimono. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso étudie depuis jeudi 6 août les dossiers de candidature aux élections législatives du 11 octobre prochain. L'opération de validation de la CENI qui s'achève ce samedi 8 août prend essentiellement en compte les conditions administratives de participation à ces scrutins. L'appréciation de l'article 166 du Code électoral sur les conditions d'inéligibilité sera faite par la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer d'ici le 15 août 2015. L'idée, c'est de faire en sorte que le processus électoral aille jusqu'à son terme. La CENI n'a pas de moyens d'investigation. La CENI n'a aucun moyen de contrôle. Nous publions donc les dossiers qui sont complets et qui ne font effectivement pas de problème. Si quelqu'un estime que tel ou tel mérite d'être invalidé sur telle ou telle base juridique, il va devant le Conseil constitutionnel. La Cour de justice de la CEDEAO a en effet demandé à l'État de faire des réaménagements dans le code électoral en vue de permettre à certains candidats de pouvoir participer au scrutin.
L'article 166 du Code électoral voté par le Conseil national transitoire excluait certaines personnalités politiques de la course, notamment celles ayant participé à des changements anticonstitutionnels sous le régime de l'ex-président Blaise Compaoré. Il faut se référer notamment au Conseil constitutionnel, étant donné que la CENI n'a pas forcément tous les pouvoirs dans ce domaine. À ce niveau-là, il faut une coopération entre toutes les institutions, notamment celles qui sont juridiques et qui rendent des décisions juridiques. Il va y avoir sans doute des réclamations et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir se référer au Conseil constitutionnel. Les décisions de la Commission électorale nationale indépendante seront ensuite transmises à la Cour constitutionnelle qui se chargera de la validation définitive des candidatures. Ces élections ont un enjeu important car elles marquent le début de la fin du processus de transition en cours dans le pays. Le président de la CENI a annoncé que la publication de la liste des candidats est prévue pour la semaine prochaine. Dans l'actualité également, à Maurice Pravin Jugnauth vient de faire appel de sa condamnation à 1 an de prison ferme auprès de la Cour suprême. Le 30 juin dernier, l'ancien ministre et fils du Premier ministre Anirudh Jugnauth avait en effet été reconnu coupable d'un conflit d'intérêts dans l'affaire du rachat d'une clinique en 2010. Écoutez les précisions de Rabin Bunjun, directeur éditorial du site Indian Ocean Network. Déjà, l'affaire commence en décembre 2010. L'État rachète une clinique, la clinique MedPoint. Le seul hic, c'est qu'à ce moment-là, le ministre des Finances du pays est Pravin Jugnauth et la clinique appartient à la sœur et l'époux de celle-ci du ministre des Finances. Donc la sœur et le beau-frère de Pravin Jugnauth. Et à ce moment-là, en décembre 2010, c'est Pravin Jugnauth en tant que ministre des Finances qui donne l'aval final pour le paiement de la somme due au vendeur. Moins d'1 an après, une enquête commence sur la vente de cette clinique et l'une des premières conséquences de cette enquête, c'est que la ministre de la Santé de l'époque est accusée de conflit d'intérêts. Et sur ces faits-là, une tension assez conséquente règne au sein du gouvernement, ce qui mène au départ de toute l'équipe de Pravin Jugnauth du gouvernement, c'est-à-dire de son parti, le MSN, quitte le gouvernement en juillet-août 2011. Un peu plus tard, c'est Pravin Jugnauth également qui est poursuivi, cette fois-ci, pour conflit d'intérêts. Très rapidement après, ce qui va se passer, c'est que l'ancienne ministre de la Santé va voir les charges contre elle rayées. Par contre, les charges contre Pravin Jugnauth, en tant que ministre des Finances, les charges pour conflit d'intérêts, sont maintenues. La procédure va être très longue, va durer quasiment 4 ans. Au cours de cette procédure, la défense de Pravin Jugnauth va soulever de nombreux éléments de procédure pour essayer de faire arrêter le procès, sans succès. Et donc on arrive au 30 juin 2015, Pravin Jugnauth est condamné pour conflit d'intérêts. Au Mali, la population de Kidal connaît de nouvelles difficultés alors que cette partie du pays fait face à l'insécurité créée par des groupes armés rebelles. La région est désormais affectée par une pénurie d'eau. Les habitants sont entièrement dépendants des générateurs de la Croix-Rouge. Deogracias Podo. Depuis plusieurs mois, le nord-est du Mali fait face à une pénurie d'eau qui inquiète de plus en plus les populations. En dépit de la menace permanente des groupes islamistes, la plupart des habitants sont obligés de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour atteindre les quelques sources d'eau disponibles. Ici, à Kidal, le puits le plus proche se trouve à 10 km de la ville, obligeant les conducteurs de camions à quitter leur domicile de très bonne heure. Parfois, je quitte chez moi très tôt, mais je n'arrive pas en premier. Certains ont même dormi ici depuis hier et d'autres sont venus vers minuit. Il est difficile d'obtenir de l'eau et en plus c'est cher. Les gens ont soif et dans la ville, il n'y a pas d'eau. La région de Kidal compte plus de 25 000 habitants. Avec cette situation, elle est devenue totalement dépendante de la structure locale de la Croix-Rouge qui a mis à disposition des générateurs qui permettent le pompage de l'eau. Le système porte secours à la plupart des ménages qui doivent désormais compter sur les camions-citernes et les charrettes à cheval en charge de la distribution. Il arrive que Kidal soit confronté à des problèmes d'accès à l'eau, problèmes qui peuvent résulter de données climatiques, notamment les nappes qui tarissent, c'est le cas en cette période de l'année, mais également aussi des difficultés, des ennuis souvent qu'on peut noter par rapport au fonctionnement des générateurs. À Kidal, le baril d'eau peut coûter jusqu'à $7, soit 3 500 francs CFA. De l'avis de beaucoup d'habitants, il est plus que jamais urgent de trouver des solutions à cette situation. D'ici là, nombreux sont-ils à profiter des quelques alternatives disponibles. Non seulement la population de Kidal et nous-mêmes, nous n'avons pas les moyens suffisants pour régler ce problème.
Heureusement, nous avons une aide du CICR qui nous a offert le moteur de forage pour rétablir un peu la situation d'eau. Mais la crise d'eau n'est pas encore réglée dans la région du Kidal. Selon de récentes études de l'Organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture, quelques 270 000 personnes sont menacées par la famine dans tout le pays. La pluviométrie a connu une baisse de 30% depuis plus d'une quinzaine d'années, occasionnant des sécheresses plus longues et plus fréquentes. Du sport à présent, la Coupe d'Afrique du Maracana a débuté au Togo. Le match d'ouverture a eu lieu ce vendredi à Lomé. 6 pays y participent. Retour sur la première journée avec notre correspondante Emefa Kofi. Le Togo, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana 2015. À l'assaut du trophée, 6 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Le tout premier match a mis aux prises le Togo et le Niger. 3-0, score final en faveur des éperviers. Le deuxième match, lui, a opposé la Côte d'Ivoire et le Mali avec la victoire des éléphants 1-0. Pour le Mali, qui a sa première participation, l'objectif est de surprendre. Je suis très fier de cette équipe, de la prestation de notre équipe, parce que pourquoi c'est notre première participation à cette CAN. Donc on a pu bien jouer et puis les gens ont apprécié. Le Bénin est le favori à ce championnat d'Afrique de Maracana. Son premier match a été disputé face au Burkina Faso qui a perdu sur un score de 2-1. Mes poulains n'ont pas présenté ce qu'ils savent faire. Ce n'est que le début, je ne suis pas gêné. Avec le temps, vous allez voir le bon Maracana. L'année dernière, on est sorti détentrice de la coupe. Donc aucune équipe ne nous fait peur. Nous sommes venus pour gagner les grandes et les petites équipes. Ce sont les vétérans qui ont débuté cette Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Chaque équipe a droit à 20 minutes de jeu. La finale a lieu ce samedi 8 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.